Tout le monde a vu une pomme tomber, mais un seul homme y a vu une loi, car ce n'est jamais l'objet qui révèle, c'est le regard qui s'éveille. Depuis toujours, les choses se répètent sous vos yeux, mais rares sont ceux qui s'élèvent intérieurement au moment de les observer. On vous a raconté une histoire simple pour cacher une vérité plus profonde. La découverte ne vient pas du monde, elle naît dans la perception. Ce récit n'est donc pas une leçon de science, mais une méditation sur ce regard invisible qui transforme l'ordinaire en révélation. Car la réalité ne se dévoile pas à ceux qui regardent, mais à ceux qui apprennent à voir autrement. Newton n'a pas découvert la gravité, il l'a reconnue, comme on reconnaît une vérité longtemps pressentie sans jamais l'avoir formulée. Elle était déjà là, silencieuse, inscrite dans chaque chute, dans chaque mouvement, dans chaque respiration du monde. Mais reconnaître exige bien plus que voir. Cela demande une préparation intérieure, lente, invisible, presque oubliée. Pendant que d'autres se contentaient de regarder les choses passer, Newton s'enfonçait ailleurs, dans les symboles, dans les textes anciens, dans ces territoires que l'esprit moderne évite parce qu'ils ne se mesurent pas. Et c'est précisément cette fidélité à l'invisible qui a rendu l'évidence soudain lumineuse. La leçon est dérangeante. Ce que vous ne percevez pas n'est pas dissimulé. C'est votre regard qui n'est pas encore prêt à l'accueillir. Ce soir, il ne sera pas question d'une simple pomme tombée du ciel, mais d'un effondrement plus intime, celui de vos certitudes silencieuses. La chute que personne n'a vue. Chaque jour, sans bruit, sans cérémonie, des fruits se détachent des branches, glissent hors de leur attache et cèdent à une force que personne ne questionne vraiment. Le monde regarde sans regarder, les gestes se répètent, les scènes se rejouent, et tout semble aller de soi. Une pomme tombe, puis une autre, puis encore une autre. Rien ne s'interrompt, rien ne surprend, et dans cette continuité familière, quelque chose se perd, la capacité de s'étonner, car ce n'est pas l'absence de mystère qui rend le monde silencieux, c'est l'habitude qui étouffe la question avant même qu'elle ne naisse. L'œil humain, lorsqu'il se repose trop longtemps sur les mêmes formes, finit par ne plus les voir réellement. Il reconnaît, il classe, il anticipe, mais il ne perçoit plus. Ce qu'il croit observer n'est souvent qu'une répétition de ce qu'il a déjà compris autrefois. La chute d'un fruit devient un événement banal, un détail sans importance, une simple conséquence d'un ordre que l'on ne cherche plus à interroger. Et pourtant, sous cette apparente évidence, une structure invisible agit, se répète avec une précision absolue, fidèle à une loi que personne ne voit tant qu'elle n'est pas reconnue. Le monde n'a jamais cessé de révéler ses secrets. Ce qui change, ce n'est pas ce qu'il montre, mais ce que l'on est capable de recevoir. Car voir ne suffit pas. Voir est passif, voir est immédiat. Mais percevoir demande autre chose, une suspension, une attention différente, une ouverture qui ne cherche pas à confirmer ce qui est déjà connu. L'évidence, paradoxalement, est ce qui échappe le plus facilement à l'esprit humain, non pas parce qu'elle est cachée, mais parce qu'elle est trop proche, trop constante, trop intégrée dans le tissu même de la réalité quotidienne. Des milliards de pommes sont tombées avant que l'une d'elles ne devienne une question. Ce chiffre n'a rien d'exagéré. Il représente l'immensité du visible ignoré, la quantité de phénomènes qui passent sans laisser de traces dans la conscience. Chaque chute portait en elle la même vérité, la même régularité, la même invitation silencieuse. Mais aucune n'a été reçue comme un appel. Elles ont été vues, mais non entendues, observées, mais non interrogées. Ce que l'on appelle aveuglement n'est pas l'absence de vision, mais l'absence d'attention véritable. L'œil fonctionne, capte, enregistre. Mais l'esprit, lui, sélectionne.
Il filtre, il élimine, il conserve uniquement ce qui correspond à ses attentes ou à ses besoins immédiats. Tout le reste disparaît dans un arrière-plan silencieux. Ainsi, ce qui est constant devient invisible. Ce qui se répète devient insignifiant. Et ce qui pourrait révéler une loi reste enfoui sous le poids de l'habitude. L'habitude n'est pas seulement une routine extérieure. C'est une structure intérieure qui organise la perception. Elle crée des raccourcis, des automatismes, des réponses rapides. Elle permet de naviguer dans le monde sans effort. Mais elle a un prix. Elle ferme des portes. Elle réduit le champ de ce qui peut être réellement vu. Elle transforme la réalité en un ensemble de certitudes où tout semble déjà compris. Et dans cet espace saturé de réponses, la question disparaît. Pourtant, la question est la clé. Non pas une question superficielle, mais une interrogation profonde, née d'un véritable étonnement. Une question qui ne cherche pas immédiatement une réponse, mais qui accepte de rester ouverte. Une question qui suspend le jugement, qui ralentit le regard, qui crée un espace où quelque chose de nouveau peut apparaître. Sans cette question, l'évidence reste muette. Elle se présente, mais elle ne se révèle pas. Ce qui distingue une chute ignorée d'une chute révélatrice, ce n'est pas l'événement lui-même, mais l'état de celui qui observe. Une même scène peut être vécue 1000 fois sans produire le moindre effet, puis, à un instant précis, devenir une porte. Ce moment n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'une préparation invisible, une accumulation silencieuse de réflexions, de doutes, de recherches, qui rendent l'esprit disponible à ce qu'il n'aurait pas perçu auparavant. L'évidence ne se donne pas à un regard distrait. Elle exige une forme de maturité intérieure, non pas une connaissance accumulée, mais une capacité à suspendre ce qui est déjà connu, à laisser de côté les réponses faciles, à accepter de ne pas comprendre immédiatement. Cette attitude crée une ouverture, une brèche dans le flux habituel de la pensée. Et dans cette brèche, quelque chose peut apparaître. Ce qui apparaît alors n'est pas une information nouvelle, mais une compréhension différente. Une mise en relation, une cohérence, une structure qui relie des éléments auparavant séparés. La chute d'un fruit cesse d'être un simple événement. Elle devient un indice, un signe, une manifestation d'une loi plus large. Mais cette transformation ne se produit pas à l'extérieur. Elle se produit dans le regard. Le regard intérieur n'est pas un organe, c'est une fonction. Une capacité à percevoir au-delà de l'apparence, à relier ce qui semble isolé, à reconnaître une unité dans la diversité. Cette capacité ne se développe pas par la simple observation, mais par une attention particulière. Une attention qui ne se contente pas de voir, mais qui interroge, qui explore, qui reste présente. Lorsque cette attention est absente, le monde devient prévisible. Tout semble déjà connu. Les événements se succèdent sans surprise. La réalité perd sa profondeur. Elle devient une surface sur laquelle rien de nouveau ne peut émerger. Mais lorsque cette attention s'éveille, même les phénomènes les plus simples deviennent porteurs de sens. Une chute devient une question. Une répétition devient un motif. Une évidence devient une révélation. Ce chapitre ne cherche pas à magnifier un événement particulier, mais à montrer un mécanisme universel. La chute que personne n'a vue n'est pas un moment unique. Elle se produit chaque jour sous des formes différentes. Elle est présente dans chaque situation ignorée, dans chaque détail négligé, dans chaque évidence non interrogée. Elle attend un regard prêt, un regard capable de s'arrêter, de questionner, de percevoir. La préparation de ce regard ne se fait pas en un instant. Elle demande du temps, de la patience, une certaine forme de discipline intérieure. Non pas une discipline rigide, mais une attention régulière,
une ouverture constante à ce qui se présente. Cette préparation ne garantit pas une révélation immédiate, mais elle rend possible ce qui ne l'était pas auparavant. Ce qui est le plus difficile, ce n'est pas de comprendre une fois que la vérité apparaît. C'est de créer les conditions pour qu'elle puisse apparaître. Ces conditions ne sont pas extérieures. Elles ne dépendent pas du lieu, du moment ou de l'objet observé. Elles dépendent de l'état intérieur, de la manière dont l'esprit se tient face au monde. La chute que personne n'a vue n'est donc pas une absence d'événements, mais une absence de regard. Le monde n'a rien caché. Il a simplement continué à se manifester, fidèle à ses lois, indifférent à l'attention qu'on lui porte. Et dans cette indifférence, une invitation persiste. Une invitation à voir autrement, à sortir de l'habitude, à suspendre le connu. Ce chapitre se referme sur une idée simple, mais exigeante. L'évidence ne se révèle pas à ceux qui la regardent, mais à ceux qui sont prêts à la recevoir. Et cette préparation ne se mesure pas à ce que l'on sait, mais à ce que l'on est capable de laisser de côté. Car parfois, pour voir ce qui a toujours été là, il faut accepter de ne plus voir comme avant. Voir n'est pas percevoir. Le regard glisse sur les formes comme une main distraite sur une surface familière. Les contours sont reconnus, les couleurs identifiées, les mouvements suivis, et pourtant rien ne pénètre réellement. Ce que l'on appelle voir n'est souvent qu'un passage rapide de la lumière à travers l'œil, une transmission fidèle mais vide de profondeur. Le monde entre, mais il ne s'imprime pas. Il traverse sans transformer. Il se montre sans se révéler. Car regarder appartient au corps, mais percevoir appartient à une dimension plus subtile, plus exigeante, presque secrète. Le regard ordinaire fonctionne comme un miroir imparfait. Il renvoie ce qu'il connaît déjà. Il compare, il classe, il juge selon des formes anciennes. Il ne découvre pas, il reconnaît. Chaque chose rencontrée est aussitôt enfermée dans une catégorie, réduite à une fonction, simplifiée jusqu'à devenir familière. Et dans cette familiarité, le mystère disparaît. Non pas parce qu'il n'est plus là, mais parce qu'il n'est plus interrogé. Le regard devient mécanique, automatique, prévisible. Il voit sans voir. Percevoir, en revanche, demande un arrêt. Non pas un arrêt physique, mais une suspension intérieure. Quelque chose se retire, quelque chose se tait, et dans cet espace silencieux, la réalité cesse d'être filtrée par l'habitude. Percevoir n'est pas ajouter une couche de pensée, mais en retirer une. C'est laisser ce qui est apparaître sans le recouvrir immédiatement d'explication. C'est accueillir sans réduire, recevoir sans enfermer. Ce qui distingue ces deux états n'est pas la quantité d'informations reçues, mais la qualité de l'attention. L'œil peut capter 1000 détails, mais si l'esprit reste fermé, rien ne se révèle. À l'inverse, un seul détail, perçu avec justesse, peut ouvrir un champ immense de compréhension. La perception n'est pas liée à la complexité de l'objet, mais à la profondeur du regard. Le regard ordinaire est pressé. Il veut comprendre vite, conclure rapidement, passer à autre chose. Il ne supporte pas l'incertitude. Il remplit les vides avec des réponses immédiates, souvent approximatives. Il préfère une explication fragile à un silence fécond. Ainsi, il se prive de la possibilité de voir autrement. Il se rassure, mais il ne découvre pas. Percevoir exige une autre posture, une patience rare, une disponibilité à ce qui n'est pas encore formulé, une capacité à rester face à une chose sans chercher à la posséder par la pensée. Cette posture est inconfortable car elle suspend les repères habituels. Elle retire les certitudes, elle ouvre un espace où l'on ne sait plus immédiatement ce que l'on voit. Mais c'est précisément dans cet espace que la compréhension peut émerger. L'œil intérieur ne regarde pas seulement les formes,
il cherche les relations. Il ne s'arrête pas à l'apparence, il pressent une structure, une cohérence, une loi qui relie les éléments entre eux. Là où le regard ordinaire voit des événements isolés, l'œil intérieur perçoit un mouvement d'ensemble. Il relie ce qui semblait séparé. Il découvre une unité derrière la multiplicité. Ce regard ne se développe pas par accumulation d'images, mais par une transformation de l'attention. Il demande de ralentir intérieurement, non pas dans le geste, mais dans la manière de recevoir. Il demande de renoncer à la précipitation mentale, à cette habitude de conclure avant même d'avoir réellement observé. Il demande d'accepter de ne pas comprendre immédiatement. Le monde, tel qu'il est perçu par la plupart, est une surface, une succession d'objets, de formes, de mouvements, sans profondeur apparente. Mais cette surface est trompeuse. Elle cache une organisation plus vaste, plus subtile, que seul un regard affiné peut pressentir. Ce qui est visible n'est qu'une manifestation. Ce qui est réel se tient derrière, dans les relations, dans les lois, dans les structures invisibles qui donnent sens à ce qui apparaît. Voir sans percevoir revient à rester à la périphérie du réel, à se contenter de ce qui est immédiatement accessible, sans chercher à comprendre ce qui le rend possible. C'est vivre dans un monde plat où tout semble évident, mais où rien ne se révèle véritablement. Percevoir, au contraire, ouvre une profondeur, une dimension où chaque chose devient un signe, une porte, une invitation à aller plus loin. Cette différence ne dépend pas de l'intelligence ni du savoir accumulé. Elle dépend d'une qualité d'attention, une attention qui ne se disperse pas, qui ne se contente pas de survoler, mais qui s'engage pleinement dans ce qu'elle rencontre. Une attention qui accepte de rester, de s'attarder, de s'immerger. Le regard ordinaire est tourné vers l'extérieur. Il cherche des objets, des formes, des réponses visibles. L'œil intérieur, lui, se tourne vers la relation entre le visible et l'invisible. Il ne se contente pas de ce qui est donné, il interroge ce qui rend possible ce qui est donné. Il cherche la source, la cause, la structure. Cette orientation change tout. Elle transforme la manière de voir le monde. Ce qui était banal devient mystérieux. Ce qui était ignoré devient central. Ce qui était évident devient question. La réalité ne change pas, mais la manière de la percevoir se transforme, et avec elle, la compréhension qui en découle. Le regard est donc un filtre, non pas un simple canal de réception, mais un principe actif qui sélectionne, organise, interprète. Ce que l'on perçoit dépend de ce filtre. Et ce filtre, souvent, est construit par l'habitude, par l'éducation, par les expériences passées. Il limite autant qu'il permet. Il donne accès à certaines choses, mais en masque d'autres. Transformer ce filtre ne consiste pas à ajouter des connaissances, mais à modifier la manière dont l'attention se pose, à apprendre à voir sans immédiatement interpréter, à laisser apparaître avant de nommer, à accueillir avant de juger. Ce travail est subtil, presque invisible, mais il est essentiel, car la réalité, telle qu'elle est vécue, n'est pas une donnée objective. Elle est le résultat d'une interaction entre ce qui est et la manière dont cela est perçu. Deux regards différents peuvent observer la même scène et en tirer des compréhensions radicalement opposées. Ce n'est pas la scène qui change, mais le regard qui la reçoit. Ainsi, dire que la réalité dépend de la qualité du regard n'est pas une formule abstraite. C'est une description précise d'un mécanisme fondamental. Ce que l'on voit est conditionné par la manière dont on regarde. Et cette manière peut évoluer. Elle peut s'affiner, se transformer, s'ouvrir à des dimensions jusque-là invisibles. Le passage du regard ordinaire à la perception véritable ne se fait pas en un instant.
Il demande une attention répétée, une vigilance constante, une volonté de ne pas retomber dans les automatismes. Mais chaque fois que cette bascule se produit, même brièvement, quelque chose change. Une profondeur apparaît, une cohérence se révèle, une vérité se laisse entrevoir. Ce chapitre ne propose pas une technique, ni une méthode. Il désigne une différence subtile mais décisive entre deux manières d'être au monde. L'une superficielle, rapide, rassurante, l'autre profonde, lente, exigeante. L'une qui voit, l'autre qui perçoit. Et c'est dans cette seconde que la réalité cesse d'être une simple succession d'événements pour devenir un tissu de sens, une architecture invisible, une présence qui se dévoile à ceux qui acceptent de regarder autrement. L'œil intérieur n'est pas l'imagination. Beaucoup confondent l'éveil du regard intérieur avec une capacité à inventer, à projeter, à enrichir le réel de formes nouvelles. Cette confusion est subtile, mais elle détourne profondément la compréhension. L'imagination ajoute, elle construit, elle déforme, elle colore. Elle prend la matière du monde et la transforme selon les désirs, les peurs, les souvenirs. Elle est active, créatrice, mais aussi trompeuse, car ce qu'elle produit n'est pas nécessairement vrai. C'est une image, une possibilité, une extension du mental. Elle peut être belle, inspirante, puissante même, mais elle reste une fabrication. L'œil intérieur, lui, ne fabrique pas. Il ne crée rien. Il ne cherche pas à embellir ni à corriger. Il reçoit. Il accueille ce qui est déjà là, mais que le regard ordinaire ne perçoit pas. Cette réception demande une qualité rare, la capacité à ne pas intervenir, à ne pas projeter, à ne pas recouvrir le réel de ses propres constructions. C'est un acte de dépouillement, presque de retrait. Là où l'imagination remplit, l'œil intérieur vide. Là où l'une s'exprime, l'autre écoute. Cette différence est essentielle car elle détermine la nature de ce qui est perçu. Lorsque l'imagination domine, le monde devient un miroir des pensées. Les formes extérieures sont interprétées à travers des images internes, souvent inconscientes. On croit voir, mais on ne fait que reconnaître ce que l'on a déjà produit intérieurement. Le réel disparaît derrière une projection. L'expérience devient fermée, circulaire, enfermée dans les limites du mental. À l'inverse, lorsque l'œil intérieur s'ouvre, quelque chose d'inattendu apparaît. Une cohérence qui ne vient pas de soi, une structure qui dépasse les constructions habituelles, une vérité qui ne peut être réduite à une simple image mentale. Cette apparition a une qualité particulière, elle s'impose sans effort, elle éclaire sans convaincre, elle se tient sans justification. Elle ne dépend pas d'un raisonnement, mais d'une évidence intérieure. L'imagination est souvent rapide. Elle répond immédiatement, elle comble les vides, elle propose des explications. Elle est utile dans de nombreux domaines, mais elle peut devenir un obstacle lorsqu'il s'agit de percevoir ce qui est réellement présent. Car elle remplace l'inconnu par du connu. Elle rassure, mais elle empêche la découverte. Elle transforme l'expérience en répétition. L'œil intérieur, lui, accepte le vide. Il ne cherche pas à combler immédiatement ce qui n'est pas compris. Il laisse l'espace ouvert. Cette ouverture peut sembler inconfortable car elle suspend les repères, mais elle est nécessaire. Car c'est dans cet espace que le réel peut apparaître sans être déformé. Ce qui est reçu alors n'est pas une réponse fabriquée, mais une compréhension émergente, une reconnaissance progressive. La vérité ne se laisse pas atteindre par la force. Elle ne se construit pas. Elle se révèle. Et cette révélation demande une disponibilité particulière. Une attention qui ne cherche pas à diriger, mais à accueillir. Une présence qui ne veut pas posséder, mais comprendre.
Cette attitude est l'opposé de l'imagination active. Elle est plus silencieuse, plus discrète, mais aussi plus profonde. Beaucoup de traditions ont tenté de décrire cette différence sans toujours la nommer clairement. Elles parlent de vision intérieure, d'intuition, de connaissance directe. Toutes pointent vers cette capacité à recevoir une vérité sans passer par les constructions mentales habituelles. Mais cette capacité est fragile. Elle peut facilement être recouverte par l'imagination si celle-ci n'est pas reconnue pour ce qu'elle est. L'imagination a une tendance naturelle à s'approprier ce qui apparaît. Dès qu'une perception nouvelle émerge, elle cherche à la traduire en images, à la rendre familière, à l'intégrer dans un cadre connu. Ce mouvement est presque automatique. Il vise à stabiliser l'expérience, à la rendre compréhensible. Mais en faisant cela, il peut altérer la perception initiale. Il la simplifie, la réduit, parfois la déforme. L'œil intérieur demande donc une vigilance particulière. Non pas une lutte contre l'imagination, mais une reconnaissance de son rôle. Il ne s'agit pas de la supprimer, mais de ne pas la confondre avec la perception, de savoir quand une image est produite et quand une vérité est reçue. Cette distinction est subtile, mais elle devient plus claire avec l'attention. Une perception authentique a une qualité de stabilité. Elle ne dépend pas de l'effort. Elle ne change pas selon l'humeur ou le désir. Elle se tient indépendante des fluctuations mentales. Elle peut être difficile à exprimer car elle dépasse les mots, mais elle reste présente, cohérente, silencieuse. Elle n'a pas besoin d'être embellie, elle n'a pas besoin d'être défendue. À l'inverse, une image imaginée demande souvent à être maintenue. Elle fluctue, elle se modifie, elle dépend de l'attention qui lui est portée. Elle peut être intense, mais elle est instable. Elle disparaît dès que l'esprit se détourne. Elle n'a pas cette qualité d'évidence tranquille qui caractérise la perception véritable. Le danger de la confusion entre imagination et perception est de croire que l'on voit alors que l'on projette. Cette illusion peut être convaincante, car les images peuvent être riches, détaillées, séduisantes. Mais elles ne révèlent pas le réel. Elles en sont une transformation. Elles éloignent autant qu'elles rapprochent. Le vrai regard ne cherche pas à produire une expérience. Il ne cherche pas à atteindre un état particulier. Il se tient simplement disponible. Cette simplicité est exigeante car elle demande de renoncer à l'idée de contrôle, de laisser ce qui doit apparaître apparaître sans le forcer, sans le guider. Ce chapitre ne condamne pas l'imagination. Elle a sa place, sa fonction, sa beauté, mais il rappelle une limite essentielle. Elle ne peut pas remplacer la perception. Elle ne peut pas révéler ce qui est au-delà d'elle-même. Elle peut suggérer, évoquer, inspirer, mais elle ne peut pas montrer la vérité telle qu'elle est. L'œil intérieur, lorsqu'il s'éveille, ne produit pas un spectacle. Il ne crée pas un monde parallèle. Il révèle la profondeur de celui qui est déjà là. Il montre ce qui était invisible, non pas parce que c'était caché, mais parce que le regard n'était pas prêt. Cette révélation est souvent simple. Elle ne correspond pas aux attentes grandioses que l'imagination pourrait construire. Elle est claire, directe, presque évidente. Et c'est précisément cette simplicité qui la rend difficile à reconnaître. Car l'esprit cherche souvent quelque chose de plus complexe, de plus spectaculaire. Apprendre à distinguer ces deux mouvements est un pas essentiel. Reconnaître quand l'on imagine et quand l'on perçoit. Accepter que la vérité ne soit pas toujours spectaculaire, qu'elle puisse se présenter sous une forme simple, silencieuse, sans éclat apparent. Le regard intérieur ne fabrique pas des mondes, il révèle celui-ci. Et cette révélation ne dépend pas de la richesse de l'imagination, mais de la qualité de la présence. Une présence qui ne cherche pas à ajouter, mais à voir. Une présence qui ne projette pas, mais qui reçoit. Ainsi,
percevoir devient un acte d'humilité, une reconnaissance que la vérité ne vient pas de soi, mais qu'elle se donne à celui qui sait la recevoir, une ouverture à ce qui dépasse les constructions mentales, une disponibilité à ce qui est sans vouloir le transformer immédiatement. Ce chapitre se termine sur cette distinction essentielle. Imaginer, c'est créer une image. Percevoir, c'est rencontrer une réalité. Et entre les deux, il y a un passage étroit, exigeant, mais profondément libérateur. Car celui qui apprend à percevoir cesse de vivre dans ses propres projections et commence à voir le monde tel qu'il est réellement. La préparation silencieuse de Newton. Aucune révélation ne naît dans le vide. Derrière chaque instant qui semble soudain, derrière chaque éclair de compréhension qui surgit comme une évidence, se cache une lente préparation, invisible aux yeux du monde. Ce qui apparaît comme un moment décisif n'est en réalité que l'aboutissement d'un long chemin intérieur, d'une maturation silencieuse que personne n'observe, que personne ne célèbre. La chute d'une pomme n'est jamais le commencement d'une découverte. Elle en est l'aboutissement discret, presque secondaire, d'un travail déjà accompli dans les profondeurs de l'esprit. Newton n'était pas un simple observateur du monde extérieur. Son regard était déjà orienté ailleurs, vers des réalités que la plupart ignorent ou méprisent. Alors que d'autres cherchaient à comprendre les phénomènes visibles par des méthodes directes, lui s'enfonçait dans des territoires obscurs, peu reconnus, souvent rejetés. L'alchimie, les textes anciens, les correspondances mystérieuses entre les choses, les symboles cachés dans les traditions, autant de chemins que l'esprit moderne qualifierait d'errance, mais qui, pour lui, constituaient une quête cohérente. Cette quête n'avait rien de superficiel. Elle n'était pas motivée par la curiosité passagère, mais par une nécessité intérieure, presque obsessionnelle. Une tension constante vers quelque chose qui ne se laissait pas facilement saisir. Une recherche de l'unité derrière la multiplicité, de la loi derrière l'apparence, de la cohérence derrière le chaos apparent du monde. Cette tension façonnait son regard, le transformait, le préparait sans qu'il en ait pleinement conscience. La solitude faisait partie intégrante de ce processus, non pas une solitude imposée, mais une solitude choisie, presque inévitable. Car ce type de recherche ne trouve pas facilement d'écho dans le monde extérieur. Elle se déroule en dehors des conversations ordinaires, loin des validations sociales. Dans un espace où l'individu doit apprendre à se fier à son propre mouvement intérieur. Cette solitude n'est pas un isolement vide, mais un terrain fertile où la pensée peut se déployer sans contrainte, où l'attention peut se concentrer sans distraction. Dans cette solitude, quelque chose se construit lentement, une sensibilité particulière, une capacité à percevoir des liens là où d'autres ne voient que des fragments. Cette capacité ne se développe pas par accumulation de connaissances, mais par une transformation progressive de l'attention. Chaque lecture, chaque réflexion, chaque tentative de compréhension laisse une trace, modifie légèrement la manière de voir, ajuste le regard sans produire immédiatement un résultat visible. Ce travail est ingrat aux yeux du monde, car il ne produit pas de résultats immédiats. Il n'offre pas de récompense rapide. Il demande une fidélité à un processus dont l'issue reste incertaine. Il exige de continuer sans preuve, de chercher sans garantie, de s'engager dans une direction sans savoir exactement où elle mène. Cette exigence décourage la plupart. Elle semble inutile, inefficace, parfois même absurde. Mais c'est précisément cette persévérance silencieuse qui prépare les conditions d'une véritable compréhension. L'alchimie, souvent mal comprise, n'était pas pour Newton une simple tentative de transformer les métaux. Elle représentait une vision du monde, une manière de penser les relations entre les choses, une quête de transformation intérieure autant qu'extérieure.
Elle lui offrait un langage symbolique, une structure de pensée qui dépassait les catégories habituelles. Elle l'entraînait à voir autrement, à chercher des correspondances, à percevoir des analogies profondes entre des phénomènes apparemment distincts. Ce type de pensée développe une sensibilité particulière. Une capacité à ne pas s'arrêter à l'apparence immédiate, à pressentir qu'un phénomène visible peut être la manifestation d'une loi plus profonde. Cette sensibilité ne se décrète pas. Elle se forme lentement à travers des années d'attention dirigées vers l'invisible. Elle transforme le regard de manière imperceptible mais décisive. Lorsque l'instant de la chute de la pomme se produit, ce regard est déjà prêt. Il ne naît pas à ce moment-là. Il s'active, il reconnaît, il relie. Ce que d'autres auraient vu comme un événement banal devient pour lui un point de convergence, un moment où plusieurs lignes de réflexion, longtemps séparées, se rejoignent soudainement. La chute n'est plus un simple mouvement. Elle devient un indice, une clé, une ouverture vers une compréhension plus vaste. Cette reconnaissance n'est possible que parce que le regard a été préparé. Sans cette préparation, la même scène aurait été ignorée, comme elle l'a été pour des milliers d'autres. Ce n'est pas la pomme qui a changé, c'est celui qui la regarde. Et ce changement ne s'est pas produit en un instant. Il est le résultat d'un processus long, exigeant, souvent invisible. Ce que l'on voit dépend de ce que l'on est devenu. Cette idée, simple en apparence, porte une implication profonde. Elle signifie que la perception n'est pas seulement une fonction biologique, mais une expression de l'état intérieur. Deux individus peuvent être exposés au même phénomène et en tirer des compréhensions totalement différentes. Ce n'est pas le phénomène qui détermine la compréhension, mais la structure intérieure de celui qui observe. Cette structure se construit au fil du temps. Elle est influencée par les expériences, les réflexions, les choix, les directions prises. Chaque orientation intérieure façonne le regard. Chaque question posée, chaque doute exploré, chaque tentative de compréhension modifie légèrement la manière de percevoir. Ce processus est cumulatif, mais non linéaire. Il progresse par ajustement, par affinement, par transformation subtile. La préparation silencieuse n'est donc pas un préambule secondaire. Elle est la condition même de la révélation. Sans elle, l'évidence reste invisible. Avec elle, même un événement simple peut devenir porteur d'une vérité profonde. Cette préparation ne garantit pas une découverte spectaculaire, mais elle ouvre la possibilité d'une perception différente. Ce chapitre ne cherche pas à idéaliser un parcours particulier, mais à mettre en lumière un mécanisme universel. Toute compréhension véritable est précédée d'une maturation invisible. Toute perception profonde est le fruit d'un travail intérieur, même s'il n'est pas toujours conscient. Ce travail ne peut être raccourci, il ne peut être remplacé par une simple exposition à l'information. Il demande du temps, de la constance, une forme de fidélité à une recherche intérieure. La lenteur de ce processus peut sembler décourageante, mais elle est nécessaire. Elle permet au regard de se transformer en profondeur, de se libérer progressivement des automatismes, des filtres, des interprétations immédiates. Elle crée un espace où une nouvelle manière de voir peut émerger. La préparation silencieuse n'est pas visible de l'extérieur. Elle ne se manifeste pas par des signes évidents. Elle se déroule dans l'intimité de l'esprit, dans des moments de réflexion, de doute, de questionnement. Elle avance sans bruit, sans reconnaissance, mais elle construit quelque chose de durable. Lorsque le moment de la reconnaissance arrive, il peut sembler soudain, presque miraculeux. Mais ce moment est trompeur. Il masque le travail qui l'a rendu possible. Il donne l'impression d'une découverte instantanée, alors qu'il s'agit d'une révélation progressive, condensée en un instant. Ce chapitre invite à considérer autrement ces moments de révélation, à ne pas les isoler de leur contexte intérieur.
à comprendre qu'ils sont le fruit d'un processus et non un événement isolé. Cette compréhension change la manière de les interpréter. Elle les inscrit dans une continuité, dans une logique de transformation intérieure. Ce que tu vois aujourd'hui dépend de ce que tu es devenu hier. Et ce que tu verras demain dépend de ce que tu es en train de devenir maintenant. Cette dynamique est constante. Elle relie le passé, le présent et l'avenir dans un mouvement de transformation continue. La préparation silencieuse n'est pas un luxe réservé à quelques esprits particuliers. Elle est une dimension de toute recherche authentique. Elle se manifeste chaque fois qu'un individu s'engage dans une quête de compréhension au-delà des apparences. Elle demande du courage, de la patience, une certaine forme d'humilité, car accepter de ne pas voir immédiatement, accepter de ne pas comprendre tout de suite, c'est reconnaître les limites de son regard actuel. C'est ouvrir la possibilité d'un regard différent. C'est créer les conditions d'une transformation. Ce chapitre se referme sur cette idée essentielle. La révélation n'est pas un événement extérieur, mais l'aboutissement d'une transformation intérieure. Et cette transformation, silencieuse, lente, invisible, est ce qui rend possible de voir ce que d'autres regardent sans jamais le percevoir. Le regard oblique, voire sans chercher. Chercher avec insistance donne souvent l'illusion d'avancer, alors que l'esprit ne fait que tourner autour de ce qu'il veut déjà trouver. Une tension s'installe, presque imperceptible, et elle oriente le regard vers une direction précise, étroite, fermée. Ce mouvement, si valorisé par la volonté, finit par produire l'effet inverse de ce qu'il promet. Plus l'attention se crispe, plus le réel se rétracte. Plus le désir de comprendre se fait pressant, plus la compréhension véritable se dérobe. Le regard devient alors directif, autoritaire, incapable d'accueillir ce qui ne correspond pas à son attente. Le regard oblique échappe à cette tension. Il ne se fixe pas sur un objectif précis. Il ne cherche pas à capturer une réponse. Il s'ouvre, légèrement décalé, disponible à ce qui pourrait apparaître sans être prévu. Ce regard n'est pas une absence de direction, mais une orientation plus subtile, plus large, presque silencieuse. Il avance sans imposer. Il observe sans contraindre. Il reçoit sans exiger. Newton ne cherchait pas la gravité comme un objectif isolé. Il ne poursuivait pas une formule cachée derrière un phénomène particulier. Sa quête était plus vaste, plus profonde. Il cherchait une cohérence, une unité, un principe capable de relier les fragments du monde en une structure intelligible. Cette recherche ne pouvait pas être satisfaite par une réponse immédiate. Elle demandait une ouverture constante, une attention capable de se déplacer, de se réajuster, de rester disponible à ce qui n'était pas encore formulé. Le regard oblique naît de cette disponibilité. Il ne s'attache pas à un objet précis, mais il reste attentif à tout ce qui peut révéler une relation. Il ne vise pas, il accueille, il ne force pas, il laisse apparaître. Ce type de regard permet de percevoir des correspondances là où un regard direct ne verrait que des éléments isolés. Il crée un espace où les choses peuvent se relier sans être contraintes par une intention trop rigide. La recherche directe, lorsqu'elle devient exclusive, enferme l'esprit dans un cadre. Elle sélectionne, élimine, réduit le champ de perception. Elle privilégie ce qui confirme l'attente et ignore ce qui la contredit. Ce mécanisme, souvent inconscient, limite la capacité à découvrir. Il transforme la quête en confirmation, la recherche en répétition. Le regard oblique, au contraire, suspend cette sélection. Il accepte de ne pas savoir exactement ce qu'il cherche. Il reste ouvert à l'inattendu. Ce type de regard demande une confiance particulière. Une confiance dans le fait que la vérité ne se laisse pas saisir par la force, mais qu'elle se révèle à celui qui sait l'accueillir.
Cette confiance n'est pas naïve. Elle ne repose pas sur une attente passive. Elle s'appuie sur une expérience intérieure, sur la reconnaissance que certaines compréhensions apparaissent précisément lorsque l'on cesse de les poursuivre de manière directe. L'écoute intérieure joue un rôle central dans ce processus. Elle ne consiste pas à entendre des voix ou des pensées spécifiques, mais à maintenir une attention subtile, orientée vers ce qui émerge sans effort. Cette écoute est silencieuse, discrète, mais elle est active. Elle capte des indices, des relations, des intuitions qui ne passent pas par les circuits habituels de la pensée logique. Lorsque cette écoute est présente, le regard change de nature. Il ne se contente plus de capter des formes. Il devient sensible aux mouvements, aux correspondances, aux structures invisibles. Il perçoit des liens là où il n'y avait que des séparations. Il découvre une cohérence là où régnait l'apparente dispersion. Le regard oblique ne s'oppose pas à la rigueur, il ne rejette pas la précision. Il les intègre, mais il les dépasse. Il reconnaît que certaines vérités ne peuvent être atteintes par une approche linéaire, qu'elles demandent un détour, un déplacement, une ouverture. Ce détour n'est pas une perte de temps, il est une condition de possibilité. Dans cette approche, l'objet de la recherche cesse d'être central. Il devient un point parmi d'autres, une manifestation parmi d'autres. Ce qui compte, ce n'est pas l'objet lui-même, mais la relation qu'il entretient avec l'ensemble. La pomme qui tombe n'est plus un phénomène isolé. Elle devient un élément d'un système plus vaste, un indice d'une loi qui dépasse le cadre immédiat. Ce déplacement du regard transforme la manière de comprendre. Il ne s'agit plus d'accumuler des observations, mais de percevoir des structures. Il ne s'agit plus de multiplier les données, mais de reconnaître des relations. Cette reconnaissance ne se produit pas sous la contrainte. Elle émerge lorsque l'esprit est suffisamment ouvert pour laisser les éléments se connecter. Le regard oblique permet cette connexion. Il ne force pas les liens, il les laisse apparaître. Il crée un espace où les choses peuvent se répondre, se compléter, se révéler mutuellement. Cette dynamique est subtile, mais elle est puissante. Elle permet de dépasser la fragmentation du réel pour accéder à une vision plus unifiée. Ce type de regard demande un certain détachement, non pas un désintérêt, mais une capacité à ne pas s'accrocher à une idée précise de ce qui doit être trouvé. Ce détachement libère l'attention. Il lui permet de circuler, de s'adapter, de rester sensible à ce qui se présente. Il évite la rigidité qui bloque la perception. Les grandes vérités ne se laissent pas capturer. Elles se dévoilent. Et ce dévoilement ne peut avoir lieu que si l'esprit cesse de vouloir maîtriser le processus. Ce lâcher-prise n'est pas une renonciation à comprendre. C'est une manière différente de comprendre. Une manière qui respecte la complexité du réel, qui accepte de ne pas tout contrôler, qui laisse une place à l'émergence. Le regard oblique incarne cette posture. Il avance sans imposer. Il observe sans enfermer. Il accueille sans juger immédiatement. Il crée les conditions d'une perception plus profonde, une perception qui ne se limite pas à ce qui est visible, mais qui s'étend à ce qui relie, à ce qui structure, à ce qui donne sens. Cette manière de voir n'est pas réservée à quelques individus. Elle est accessible, mais elle demande un ajustement intérieur, une modification de la manière dont l'attention se pose, une acceptation de l'incertitude, une ouverture à l'inattendu. Ces éléments ne peuvent être forcés. Ils se développent avec le temps, avec l'expérience, avec une certaine fidélité à une recherche intérieure. Ce chapitre met en lumière une idée essentielle. Chercher directement peut parfois empêcher de trouver. Non pas parce que la recherche est inutile, mais parce que sa forme peut être inadaptée. Une recherche trop dirigée ferme des portes.
Une attention trop focalisée ignore des indices importants. Le regard oblique, en élargissant le champ de perception, permet d'accéder à des dimensions qui échappent à une approche trop rigide. La vérité ne se trouve pas toujours là où on la cherche. Elle apparaît souvent à la périphérie, dans les marges, dans les détours. Elle se révèle à celui qui accepte de ne pas suivre uniquement une ligne droite, à celui qui sait se décaler, se déplacer, regarder autrement. Le regard oblique n'est pas une technique, c'est une attitude, une manière d'être en relation avec le monde, une disposition intérieure qui favorise la réception plutôt que la capture, l'écoute plutôt que l'imposition, l'ouverture plutôt que la fermeture. Ce chapitre se conclut sur cette compréhension. Les grandes vérités ne sont pas le résultat d'une force exercée sur le réel, mais d'une disponibilité à ce que le réel peut révéler. Et cette disponibilité naît lorsque l'on cesse de forcer, lorsque l'on accepte de voir sans chercher à contrôler ce qui doit apparaître. La pomme n'est qu'un prétexte. Une scène suffit parfois à faire basculer une vie entière, mais cette scène n'est jamais la source véritable de la transformation. Elle agit comme une étincelle, un point de contact, un déclencheur discret qui met en mouvement quelque chose déjà prêt à s'embraser. La pomme qui tombe n'explique rien à elle seule. Elle ne contient aucune révélation intrinsèque. Elle ne porte aucun message explicite. Elle se contente d'être ce qu'elle est, un fruit qui cède à une force silencieuse. Et pourtant, autour d'elle, une compréhension surgit, une loi se révèle, une vision s'organise. Ce contraste entre la simplicité de l'événement et la profondeur de la découverte indique une vérité essentielle. Ce qui transforme ne se trouve pas dans l'événement lui-même, mais dans ce qui l'active. L'esprit humain a tendance à attribuer la cause à ce qui est visible. Il cherche un point d'origine extérieur, un moment précis, un objet identifiable. Cela rassure, car cela donne l'impression que la connaissance peut être reproduite en reproduisant les conditions visibles. Si une pomme a permis une découverte, alors il suffirait d'observer une pomme pour comprendre. Mais cette logique simplifie à l'extrême un processus beaucoup plus complexe. Elle ignore la dimension intérieure, la préparation, la maturation qui rendent possible l'émergence d'une compréhension. La pomme devient alors un symbole mal interprété. Elle est prise pour la cause alors qu'elle n'est qu'une occasion. Elle est perçue comme un élément déterminant alors qu'elle n'est qu'un déclencheur. Cette confusion détourne l'attention de ce qui est réellement important, la transformation du regard. Car sans cette transformation, la même scène resterait muette, comme elle l'a été pour tant d'autres avant. Un événement, aussi simple soit-il, peut contenir une multitude de significations potentielles. Mais ces significations ne sont pas inscrites directement dans l'événement. Elles émergent de la relation entre l'événement et celui qui l'observe. Cette relation est dynamique, évolutive, dépendante de l'état intérieur. Elle peut rester superficielle ou devenir profonde selon la qualité de l'attention. Lorsque l'on dit que la pomme n'est qu'un prétexte, cela signifie que l'événement visible sert de point d'entrée vers une compréhension plus vaste. Il attire l'attention, il crée une ouverture, mais il ne constitue pas la révélation elle-même. La révélation se produit ailleurs, dans un espace intérieur où les éléments se relient, où les relations se clarifient, où une cohérence apparaît. Ce déplacement du centre de la compréhension est fondamental. Il invite à ne plus chercher la vérité uniquement dans les objets, mais dans la manière dont ces objets sont perçus. Il suggère que ce que l'on voit n'est qu'une surface, un point de départ et non une fin. Il ouvre la possibilité de regarder au-delà de l'apparence, de chercher ce qui se cache derrière, ce qui se manifeste à travers. Le symbole joue un rôle important dans ce processus. Il ne se limite pas à représenter une idée. Il agit comme un pont entre le visible et l'invisible.
La pomme, en tant que symbole, dépasse sa réalité matérielle. Elle devient un point de convergence, un lieu où différentes dimensions se rencontrent. Elle relie le concret et l'abstrait, le particulier et l'universel. Mais cette fonction symbolique n'est active que si le regard est capable de la percevoir. Sans cette capacité, le symbole reste un objet ordinaire. Il ne révèle rien de plus que sa forme. Il est vu, mais non compris. Il est observé, mais non interprété. La profondeur symbolique n'est pas imposée par l'objet, elle est révélée par le regard. Elle dépend de la sensibilité, de l'attention, de la capacité à percevoir des correspondances. Ce mécanisme dépasse largement l'exemple de la pomme. Il s'applique à une multitude de situations. Chaque événement peut devenir un prétexte, un point de départ vers une compréhension plus large. Mais cela dépend de la manière dont il est abordé. Si l'on s'arrête à la surface, l'événement reste isolé, sans portée. Si l'on cherche à voir au-delà, il peut ouvrir des perspectives inattendues. La difficulté réside dans le fait que le regard est souvent attiré par l'évidence immédiate. Il se fixe sur ce qui est visible, tangible, mesurable. Il cherche des causes directes, des explications simples. Cette tendance limite la perception. Elle empêche de voir les relations plus profondes, les structures invisibles qui donnent sens aux phénomènes. Apprendre à considérer les événements comme des prétextes demande un changement de perspective. Cela implique de ne plus prendre ce qui apparaît comme une fin en soi, mais comme une porte. Une ouverture vers quelque chose de plus vaste. Cette approche ne nie pas la réalité de l'événement, mais elle refuse de s'y arrêter. Elle cherche ce qu'il révèle, ce qu'il permet, ce qu'il déclenche. Ce déplacement transforme la manière de vivre les expériences. Chaque situation devient potentiellement signifiante, non pas par elle-même, mais par ce qu'elle peut activer. Une rencontre, un geste, un détail apparemment insignifiant peut devenir le point de départ d'une compréhension profonde. Mais cela exige une attention particulière, une capacité à ne pas réduire l'événement à sa seule apparence. La révélation ne se situe donc pas dans l'objet, mais dans la relation entre l'objet et le regard. Elle émerge lorsque cette relation atteint une certaine profondeur, lorsque l'attention dépasse le niveau superficiel pour atteindre une dimension plus subtile. Cette émergence est souvent imprévisible. Elle ne peut être planifiée ni reproduite mécaniquement. Elle dépend d'un ensemble de conditions intérieures qui ne sont pas toujours conscientes. Ce caractère imprévisible peut sembler frustrant, mais il est aussi libérateur. Il signifie que la vérité n'est pas enfermée dans des conditions rigides. Elle peut apparaître à travers des situations variées, des contextes différents, des événements inattendus. Elle n'est pas limitée à des circonstances particulières. Elle est potentiellement présente partout, prête à se révéler à celui qui sait voir. La pomme, dans ce contexte, devient un exemple parmi d'autres. Elle illustre un principe, mais elle ne le limite pas. Elle montre comment un événement simple peut devenir le déclencheur d'une compréhension profonde. Mais elle rappelle aussi que ce déclenchement dépend de quelque chose de plus fondamental, la préparation du regard. Ce que tu cherches n'est pas toujours là où tu le regardes directement. Il peut se cacher derrière, dans les relations, dans les structures, dans les correspondances. Il peut se manifester à travers des formes inattendues, des événements apparemment sans lien. Cette complexité exige une attention élargie, une capacité à ne pas se fixer uniquement sur l'objet immédiat. Le regard qui s'arrête à l'objet manque ce qui se joue derrière. Il voit la surface, mais il ignore la profondeur. Il identifie, mais il ne comprend pas. Il observe, mais il ne perçoit pas. Le regard qui dépasse l'objet, en revanche, ouvre un espace où la compréhension peut se développer. Il ne rejette pas l'apparence, mais il la considère comme un point de départ, non comme une fin. Ce chapitre invite à reconsidérer la place des événements dans la compréhension.
à ne plus les voir comme des causes directes, mais comme des déclencheurs, à reconnaître que la révélation ne se trouve pas dans ce qui est visible, mais dans ce qui se révèle à travers le visible, à comprendre que la réalité apparente est souvent un masque, une surface qui cache une structure plus profonde. La pomme n'est qu'un prétexte, mais ce prétexte est précieux. Il montre que même les phénomènes les plus simples peuvent contenir une porte vers une compréhension plus vaste. Il rappelle que la vérité n'est pas réservée à des expériences extraordinaires. Elle peut émerger du quotidien, du banal, du répétitif, à condition que le regard soit prêt. Ce chapitre se referme sur cette idée. Ce que tu observes n'est jamais la fin de ce que tu peux comprendre. C'est un point de départ, une invitation à aller plus loin, une ouverture vers une réalité qui ne se révèle pas immédiatement, mais qui attend un regard capable de dépasser l'apparence. La chute intérieure. Rien de véritable ne s'ouvre sans une perte préalable. Toute vision nouvelle exige un abandon silencieux de ce qui semblait certain, solide, indiscutable. Avant que le monde ne révèle ses lois, quelque chose doit céder à l'intérieur, non pas par contrainte, mais par épuisement des anciennes certitudes. Car une idée trop fermement tenue devient un mur, et ce mur empêche la lumière de traverser. Ce que l'on croit savoir finit par devenir ce qui empêche de voir. Newton n'a pas seulement observé une chute extérieure, il a vécu une chute intérieure, plus discrète, plus décisive. Une dissolution progressive de ces cadres anciens, de ces interprétations héritées, de ces manières fixes de comprendre le monde. Cette chute n'a rien de spectaculaire, elle ne se manifeste pas par un geste visible. Elle se produit dans l'intimité de la pensée, là où les convictions commencent à se fissurer, là où les réponses cessent de suffire. L'esprit humain cherche naturellement la stabilité. Il s'attache à des idées, à des modèles, à des structures qui lui permettent de se sentir en sécurité. Ces structures deviennent des repères, des fondations. Mais avec le temps, elles peuvent se rigidifier. Elles cessent d'être des outils pour devenir des limites. Elles enferment la perception dans un cadre étroit, empêchant toute ouverture vers l'inconnu. La chute intérieure commence lorsque ces structures ne répondent plus. Lorsque l'expérience contredit les certitudes, lorsque le réel résiste aux explications habituelles, une tension apparaît. Cette tension peut être ignorée, contournée ou affrontée. L'affronter demande du courage, car cela implique de reconnaître que ce que l'on croyait solide ne l'est plus. Cela exige de lâcher prise, non pas sur tout, mais sur ce qui empêche de voir autrement. Lâcher prise n'est pas un renoncement passif. C'est un acte intérieur exigeant, une décision de ne plus s'accrocher à ce qui limite. Cela ne signifie pas abandonner toute compréhension, mais accepter de la transformer. Accepter que certaines idées doivent tomber pour que d'autres puissent émerger. Cette chute n'est pas une perte vide, elle crée un espace où une nouvelle vision peut apparaître. Ce processus est souvent inconfortable. Il déstabilise, il retire des repères, il expose à l'incertitude. Mais c'est précisément dans cette incertitude que le regard peut se renouveler. Tant que l'on reste attaché à des certitudes rigides, la perception reste enfermée. Elle ne peut que confirmer ce qu'elle connaît déjà. La chute intérieure brise ce cercle. Elle ouvre une brèche dans laquelle le réel peut entrer autrement. Voir exige de perdre ses anciennes visions, non pas les rejeter avec violence, mais les laisser tomber lorsqu'elles ne servent plus. Cette capacité à abandonner ce qui a été utile est rare. Elle demande une lucidité particulière, une attention à ce qui est vivant et à ce qui ne l'est plus. Elle demande aussi une forme d'humilité, la reconnaissance que ce que l'on sait est toujours partiel, toujours susceptible d'être transformé. La transformation ne se produit pas en ajoutant de nouvelles idées à celles qui existent déjà. Elle se produit lorsque certaines idées cessent d'occuper tout l'espace.
Lorsque l'esprit se libère d'une partie de ses constructions, une ouverture apparaît. Cette ouverture n'est pas remplie immédiatement. Elle reste disponible, silencieuse, prête à accueillir ce qui peut émerger. Newton, en laissant tomber certaines de ses certitudes, a permis à une nouvelle cohérence de se révéler. Ce qu'il a vu n'était pas seulement le résultat d'une observation, mais celui d'un espace intérieur libéré. Sans cette libération, la même observation serait restée enfermée dans des interprétations anciennes. La chute intérieure n'est donc pas un accident. Elle est une condition, une étape nécessaire dans tout processus de compréhension profonde. Elle marque le passage entre une vision limitée et une perception plus large. Elle signale que l'esprit est prêt à accueillir autre chose. Ce chapitre se referme sur cette évidence silencieuse. Ce que tu refuses de laisser tomber finit par t'empêcher de voir. Et ce que tu acceptes de perdre ouvre la possibilité d'une vision nouvelle, plus vaste, plus juste, plus libre. Et vous, que refuse votre regard? Quelque chose en vous, c'est déjà, non pas sous forme de réponse claire, mais comme une tension discrète, une sensation persistante que tout n'est pas vu, que tout n'est pas compris. Cette sensation ne vient pas d'un manque d'information, mais d'un décalage entre ce qui est là et ce que vous acceptez de percevoir. Car le regard ne se contente pas d'observer, il sélectionne, il filtre, il protège. Et ce qu'il protège, parfois, ce n'est pas la vérité, mais les certitudes auxquelles vous vous êtes attaché. Chaque jour, le monde vous parle, non pas avec des mots, mais avec des formes, des répétitions, des situations qui se présentent encore et encore sous des visages différents. Rien n'est totalement aléatoire dans ce que vous rencontrez. Certains motifs reviennent, certaines expériences insistent, certaines rencontres résonnent d'une manière particulière. Et pourtant, une partie de vous choisit de ne pas voir, non par incapacité, mais par résistance. Refuser de voir ne signifie pas ignorer consciemment. Cela prend des formes plus subtiles. Cela peut être une explication rapide qui clôt la question, une interprétation immédiate qui évite d'aller plus loin, une habitude de pensée qui transforme chaque expérience en quelque chose de déjà connu. Ce mécanisme donne l'illusion de comprendre, mais il empêche la véritable perception. Il ferme le regard avant même qu'il ne s'ouvre pleinement. Ce que vous refusez de voir n'est pas nécessairement extérieur. Il peut s'agir d'une vérité sur vous-même, d'un mouvement intérieur que vous préférez ne pas reconnaître, d'une incohérence que vous choisissez de contourner. Le regard ne se limite pas à l'extérieur. Il se tourne aussi vers l'intérieur. Et souvent, ce qui est le plus difficile à percevoir n'est pas ce qui est caché, mais ce qui est trop proche, trop évident, trop dérangeant. Le monde agit alors comme un miroir. Non pas un miroir passif, mais un miroir actif, qui renvoie sans cesse des images, des situations, des échos. Ce que vous rencontrez n'est pas toujours le reflet direct de ce que vous êtes, mais cela entre en résonance avec quelque chose en vous. Cette résonance est une invitation à regarder autrement, à questionner, à dépasser les interprétations immédiates. Mais cette invitation peut être refusée, non par manque d'intelligence, mais par attachement. Attachement à une image de soi, à une manière de comprendre, à une stabilité intérieure qui semble nécessaire. Voir autrement implique un risque, celui de devoir changer, celui de devoir abandonner une partie de ce que l'on croyait être vrai. Ce risque suffit souvent à maintenir le regard dans ses limites habituelles. Le refus n'est pas toujours conscient. Il se manifeste dans des automatismes, des réactions rapides, des jugements instantanés. Il se cache dans la manière dont vous interprétez ce que vous vivez. Chaque fois qu'une situation est réduite à une explication simple, chaque fois qu'une question est évitée, chaque fois qu'un doute est rapidement refermé, le regard se protège.
Il évite une ouverture qui pourrait le transformer. Et pourtant, ce que vous refusez de voir ne disparaît pas. Cela persiste, cela revient sous d'autres formes, cela s'inscrit dans des répétitions, dans des cycles, dans des situations qui semblent différentes, mais qui portent la même structure. Le monde ne force pas, mais il insiste. Il propose encore et encore des occasions de voir autrement. La question n'est donc pas de savoir si quelque chose vous est caché. La question est de savoir ce que vous choisissez de ne pas voir. Ce déplacement est essentiel. Il retire au monde son apparente opacité pour la replacer dans le regard lui-même. Ce n'est plus la réalité qui est obscure, mais la manière dont elle est perçue. Reconnaître cela ouvre une possibilité nouvelle, non pas celle de tout comprendre immédiatement, mais celle de commencer à observer le regard lui-même, à remarquer ses habitudes, ses filtres, ses résistances, à voir comment il se ferme, comment il sélectionne, comment il évite certaines directions. Cette observation ne demande pas d'effort particulier, mais une attention sincère, une volonté de ne pas détourner le regard lorsqu'une tension apparaît. Ce chapitre ne cherche pas à donner des réponses. Il ouvre une question qui ne peut être résolue par une explication, mais par une expérience. Que refuse votre regard? Non pas de manière abstraite, mais concrètement, dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous évitez. Cette question ne demande pas une réponse immédiate. Elle demande une présence, une honnêteté, une capacité à rester avec ce qui émerge sans le fuir. Le monde vous montre déjà ce que vous refusez de voir. Non pas de manière évidente, mais à travers des indices, des répétitions, des résonances. Ces signes ne sont pas imposés, ils sont proposés. Ils attendent un regard capable de les reconnaître. Un regard qui accepte de se transformer pour percevoir ce qui était là depuis le début. Ce chapitre se referme sur cette invitation silencieuse. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve peut-être déjà devant vous, mais pour le voir, il ne suffit pas de regarder. Il faut accepter de laisser tomber ce qui empêche de percevoir. Et cette chute, une fois encore, ne vient pas du monde. Elle vient du regard lui-même. Vous pensiez suivre l'histoire d'une pomme, mais c'est votre regard qui a été mis à l'épreuve. Rien n'a changé dans le monde depuis cette chute silencieuse. Et pourtant, tout peut basculer en un instant si la manière de voir se transforme. Newton n'a pas découvert un phénomène caché. Il a reconnu une harmonie que son esprit était enfin prêt à accueillir. Là où d'autres passaient sans s'arrêter, il aperçut un lien, une unité, une vérité déjà présente. Ce soir, avant de vous abandonner au sommeil, ne cherchez pas à comprendre davantage. Osez une question plus profonde, presque inconfortable. Suis-je réellement prêt à voir ce que j'évite depuis toujours? Car le réel ne se dévoile pas à celui qui accumule les réponses, mais à celui qui accepte de laisser tomber ses anciennes visions. Et peut-être que, dans ce silence, quelque chose en vous commencera enfin à voir autrement.